Bonjour Francine D'Ancona. Bonjour Sylvie. Vous avez souhaité que nous nous retrouvions à Rome sur une terrasse. Nous y sommes. Vous dites, au moins une fois dans sa vie, il faut avoir pris un café sur une terrasse à Rome, lorsque la lumière du petit matin baigne les campaniles et les toits dorés de la ville. D'où vous vient cette prédilection pour Rome? Alors là, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai jamais été en Italie quand j'étais petite. J'avais pas de famille du tout en Italie. Mais j'avais un professeur de latin qui était extraordinaire et qui nous a fait aimer Rome, mais uniquement dans les textes. Et je dois dire qu'au début, je trouvais ce professeur épouvantable. Mais je suis devenue fanatique de latin et de Rome, parce qu'elle savait nous raconter l'histoire de Romulus et de Rémus, elle savait nous parler de Rome dans des termes tellement extraordinaires qu'on avait envie de vivre à Rome. Voilà. Et ensuite, la première fois que j'ai été à Rome, j'ai été séduite par les Italiens, bien sûr, et puis par cette couleur qui ne se voit qu'à Rome, hein, cette couleur dorée des campaniles, euh, le soir surtout, au coucher du soleil, on peut voir les églises, les toits des églises briller, et puis on entend les cloches sonner, et ça, entendre toutes les cloches qui sonnent à Rome, euh, c'est extraordinaire, pendant que les oiseaux aussi chantent, parce qu'il y a énormément d'art. Et j'ai toujours trouvé que c'était un moment privilégié et extraordinaire. Oui, J'ai vous, beaucoup vous dites que l'art de vivre, il se glisse même dans la manière dont les serveurs vous proposent un café aux terrasses, hein, je crois. Vous en Oui, parlez bien dans votre... sûr. ils disent, alors là, moi je suis désolée, je ne parle pas italien, et per la signora un bel café. Et vous Exactement. dites qu'il n'y a qu'à Rome, ou en tout cas en Italie, j'imagine, qu'on propose un café de cette manière en demandant, en disant, est-ce que vous en voulez un beau café? C'est vrai qu'on ne vous demande pas ça en France, s'il est beau Oui, mais et- même, moi, j'ai été dans quelques pays où je ne suis pas une grande voyageuse parce que je n'ai pas été très loin, mais dans tous les pays que j'ai connus, on m'a jamais proposé un café d'une façon aussi sympathique. D'abord, ce serveur qui arrive avec le sourire, qui vous apporte un bel café avec une mousse dorée, hein, et puis un café qui sent merveilleusement bon, qui est long en bouche et qui ensuite vous laisse, si vous voulez, ce sourire de l'autre dont je parle, parce qu'il vous a fait, il vous a dessiné un cœur sur la mousse et puis il est parti en vous laissant son cœur. Et ça, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, Rome vous inspire au point que vous racontez dans votre livre, dont nous allons parler tout au long de cet entretien, votre livre qui s'appelle Le sourire de l'autre, hein, euh, vous dites que avant de la dernière, enfin, quand vous étiez parti à Bon, Rome, ben là, c'était juste avant, donc je suis partie, bon, j'étais déjà partie plusieurs fois, mais juste avant, en fait, ce qui m'est arrivé, c'était en 2016, donc je suis oui, partie à mais on Rome est au mois en d'avril, au mois avril, d'avril. Voilà, voilà, alors à on est en Pâques. avril 2016. Et juste avant de partir à l'aéroport, vous faites un rêve splendide. Vous voulez bien le raconter parce que finalement, vous dites que vous avez choisi de partir autrement qu'en avion à Rome. Alors racontez-nous ça. Oui, bon, en fait, évidemment, c'est un rêve. En fait, euh, j'y ai repensé après, et en fait, ça fait pas très longtemps que je me suis aperçue que quand j'étais toute petite, j'avais justement en Tunisie, où je suis née, j'avais un jeune homme qui faisait des enregistrements avec, vous savez, les anciens enregistrements avec les bandes. Et puis il m'avait dit, Francine, est-ce que tu veux que je t'enregistre?
Et moi, je devais avoir 3 4 ans. J'ai dit: «Oh oui». Et alors, je lui ai chanté une chanson qui s'appelait, que vous devez connaître, Volare, oh, oh. Et je me suis rendu compte que cette chanson de voler, ça a été tellement magique, cet enregistrement, parce qu'ensuite, je me suis entendue chanter la chanson Voler et je lui ai dit: «Mais c'est pas moi qui chante». Il m'a dit: «Si, si, c'est toi». J'étais toute petite. Et voler, ça a toujours été pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que je pense que cette chanson est restée marquée dans ma mémoire. Et c'est très, très souvent que j'ai fait des rêves où je vole. Bon, c'est banal, hein, Banal, et là, mais vous êtes vraiment parti à ce Rome en jour-là, tapis voilà, volant, quoi, c'était j'étais merveilleux. partie en tapis volant et c'était sur un tapis. Un tapis assez extraordinaire, tapis de Cracovie, j'en avais entendu parler, et on était sur la moitié de ce tapis qui était en fait un trésor de sagesse, de beauté, d'émerveillement dans les couleurs, dans les chants d'oiseaux. Et dans mon rêve, en fait, tout se mélangeait, l'eau, les rires des enfants, et c'était un rêve merveilleux où je me sentais mais très très bien. Enfin, j'aurais voulu continuer de voler comme ça longtemps. Et d'ailleurs, vous avez passé, une semaine merveilleuse à Rome aussi, Oui, c'est oui. et le retour a été moins drôle, hein. Ah oui, oui, C'est le là où, retour a été moins drôle. vous Bon, dites que vraiment là, vous avez pris un gros coup sur la tête. Vous êtes oui. médecin. Vous êtes médecin et vous dites dans votre récit, que votre père vous a offert votre premier stéthoscope juste avant de mourir. Et bah, j'ai envie de vous demander si ce cadeau, heu, a pesé, lourd dans la balance pour choisir le métier que vous avez fait? Alors, pour le choisir, pas tout à fait, parce qu'en fait, quand il est mort, j'étais en première année, donc je m'étais déjà inscrite à la faculté, puisque j'ai commencé en 69, et il est mort début 71, donc ça faisait 1 an, voilà, non, c'était en deuxième année en fait. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'avait énormément touchée parce que, sous ses airs un peu, abrupts, mon père s'intéressait beaucoup à ce que je faisais, mais il ne m'en parlait jamais. Donc à la limite, je me demandais s'il s'intéressait vraiment à mes études. La seule chose qu'il me disait, c'était: «Mais tu te rends compte, tu as des cours d'anatomie à 8 heures du soir? Tu es sûr que tu ne vas pas apprendre au vieux singe à faire la grimace? Ce n'est pas possible». Je disais: «Mais si, papa, je t'assure que j'ai des cours à 20 heures le soir à la faculté». C'était l'époque de l'éclatement des facs et j'étais à la fac à Bobigny. Bon, ça avait éclaté. On avait ouvert une faculté, donc les professeurs venaient de Paris et nous faisaient des cours à Bobigny. Donc c'était vraiment compliqué parce qu'il n'y avait pas de fac du tout. On était dans l'hôpital. À l'époque, c'était l'hôpital franco-musulman. J'avais l'impression qu'il ne s'intéressait pas du tout. Et lorsque j'ai été le voir à l'hôpital et qu'il c'était vraiment la veille de sa mort et qu'il avait demandé en fait à une voisine d'aller acheter ce stéthoscope à l'école, à rue de l'école de médecine, et qu'il m'a offert ça, mais j'ai été stupéfaite. Je, je me suis dit, mais là, je vais devenir médecin, je suis obligée d'aller jusqu'au bout Vous et intronisez. je ne veux pas décevoir. Ouais, ouais. C'était pas possible. Il fallait absolument que je réussisse. Alors même s'il se doutait que j'allais continuer, mais là, il me voyait déjà médecin, il aurait voulu être là jusqu'au bout, mais bon, là, la Vous avez situation. d'ailleurs, vous vous êtes destiné à être généraliste, d'après ce que Ah j'ai oui, compris, hein. Vous oui, étiez oui, dans le Val d'Oise, vous y avez fait toute votre carrière. oui, toute ma Vous êtes carrière, parti 40 40 ans, ans, ouais, voilà. Et vous 40, avez eu 40 des ans. rapports merveilleux, avec vos patients. J'ai trouvé ça vraiment, très touchant parce qu'en fin de compte, vous expliquez que vous avez reçu autant d'eux ou appris d'eux, qu'ils ont reçu de vous. C'était vraiment dans une, complète réciprocité, vos rapports avec et des rapports de grande tendresse, j'ai l'impression. Oui, 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 tout à fait. Euh, on leur apporte, bien sûr, mais ils nous apportent beaucoup. Je veux dire qu'il faut, pour instaurer ce climat de confiance qui est nécessaire, en fait, à l'art d'être médecin, parce que on ne vous demande pas tellement un savoir-être, hein.
ou plutôt si on vous demande un savoir-être, mais pas un savoir-faire. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme vous êtes qui est important. C'est, c'est votre relation presque charnelle avec eux qui est importante. Je ne dirais pas qu'il faut, enfin, je ne sais pas, aller très loin dans la relation, mais je veux dire, il faut qu'ils sentent que vous êtes comme eux, que vous êtes fragile comme eux, que vous êtes aussi un être humain, que vous êtes aussi sensible, que vous n'êtes pas quelqu'un qui les, comment dire, qui les regarde de loin, non? De Voilà, haut ou de haut? Du de haut, haut, enfin, voilà. Mais enfin, moi, je suis petite, donc je risquais pas de les regarder de haut. Souvent, ils ça étaient plus n'empêche grands que moi. rien. Ça n'empêche rien. C'est une posture. Oui, Oui, enfin, vous dites, bon. ils m'ont appris à leur parler sans déni, sans tabou ni fausse honte, doucement les inciter à me parler et à exprimer leurs regrets, leurs espoirs, leurs souffrances. Ils m'ont poussé aussi à m'exprimer moi, à dire, raconter pour qu'ils sentent que je leur ressemble. Donc c'est vrai que vous étiez vraiment à hauteur d'homme, hein. C'est vraiment, c'est une manière d'exercer, hein. Oui. C'était Mais la vous mienne, en avez tout eu de la cas. Je ne chance. sais pas. Et je me suis Oui. demandé d'ailleurs si ce rapport qui est très simple, avec les autres, cette simplicité, cette ouverture, si elle ne vous vient pas de cette origine, puisque vous êtes né en Tunisie, vous y avez vécu, quelques années, votre mère, bien plus longtemps que vous et vous êtes revenu quand vous êtes, revenus en France, vous aviez gardé et surtout votre mère d'ailleurs, cette manière d'être avec les autres, de vivre portes ouvertes et de faire des cadeaux nourriciers, hein, aux voisins. Vous dites d'ailleurs qu'elle n'a pas rencontré forcément que du succès avec cette manière de faire, Et parce ça, que c'est vrai. les gens sont froids et méfiants. Mais je me suis demandé quand même, oui, si vous n'avez pas été influencé par par la Tunisie dans votre manière de faire, par une douceur de vivre avec les autres, qui vous viendrait de là. Je me suis demandé. Certainement, certainement, mais je crois qu'on est surtout, vous voyez, j'y pense maintenant, ma mère avait fait, après son bac, elle était à Rome. Et bon, après, c'était la guerre, etc. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis en train de me dire que effectivement, plus que la Tunisie, c'était en fait nos parents. Nos parents, ce sont eux qui, sans qu'on s'en rende compte, nous entraînent dans des chemins dont on se rend compte un peu plus tard, peut-être maintenant, et c'est peut-être pour ça que j'ai écrit le livre, et que je me rends compte à quel point nos parents influencent notre vie. Enfin, c'est peut-être banal de le dire, mais Non, on sent dans que des à petites travers le choses. chemin que vous avez fait ces dernières années, vous les avez retrouvés à de nombreux croisements puisque effectivement vous les évoquez à plusieurs reprises dans votre livre, oui. Donc l'atterrissage à votre tour est dur et vous dites j'aime bien vous citer parce que, j'aime beaucoup, ce que vous avez écrit. Alors je vous cite, c'est mieux que si je le remaniais à ma sauce. Vous dites: «Souriez-moi quand même si la nouvelle n'est pas bonne, enveloppez-la de douceur, mettez-y tout votre cœur. Si vous saviez comme c'est important lorsqu'un malade attend». Lorsque vous avez appris, que vous étiez malade, est-ce que le médecin, il a eu cette manière de vous l'annoncer Ah qui est ben non, telle non, que non, vous non, attendiez? non, pas du tout. Ça a été très brutal, Oui, je parce dois que vous dire. dites que vous avez pris un C'était très énorme coup sur la tête, donc j'imagine que vous avez appris ça, très brutalement. Oui, 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 très brutalement et j'en veux pas du tout au radiologue qui m'a dit des mots vraiment, je veux dire, non seulement crus, mais de la façon dont il me l'a dit, ne m'a laissé aucun espoir. C'est-à-dire que quand je suis sortie de son cabinet, enfin, il m'a dit, puisque étant médecin, il était médecin et moi j'étais médecin parce que j'exerçais, Et hein. puis, on peut aller Donc, on peut tout lui allez hop, dire, allez hop, je t'envoie ça dans les dents et puis maintenant tu te débrouilles, hein, voilà. Et je suis sortie de là, bien sûr, j'allais tomber, je me suis dit, bon, bah, je vais mourir demain, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'avais une guillotine là devant la porte. Mais ça a été mais brutal. Je veux votre dire, carrière s'est abrutée brutalement. On vous a enfin, vous avez cessé votre ah ben métier oui,
vous avez donc effectivement, c'était d'une brutalité extrême, voilà. Oui, 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 parce que je n'en veux pas, mais je pense qu'on peut annoncer les choses d'une façon un tout petit peu différente, en vous disant: «Bon, voilà, je ne vous cache pas que» et cetera, mais il faut que vous alliez voir, quelqu'un rapidement, voilà. Tandis que là, c'était des mots, vraiment, bon, j'étais perdue, débrouillez-vous avec Oui, parce ça et que là, puis alors c'était pas le médecin à qui il s'adressait. Il aurait dû penser que c'était à un être humain comme un autre qui avait une maladie, oui, heu. mais D'ailleurs, oui, c'est étonnant aussi la réflexion que vous faites à un moment donné. Quand vous tombez malade, vous pensez qu'on ne va pas vous prendre au sérieux parce qu'un médecin n'est jamais malade, hein, c'est bien connu, hein, il sait se soigner. Et c'est pas la première fois que j'entends un médecin, bah, dire qu'on ne tombe pas malade quand on est médecin, quoi. Comme si vous étiez des bestiaux différents, des autres et que vous, bah, vous êtes dédiés à soigner, alors la maladie, elle vous passe, au-dessus. C'est surprenant, hein, cette manière que vous avez de vous envisager, vous les médecins. oui. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que les hommes et les femmes, c'est un peu différent. J'ai l'impression que les hommes, ils ont une vision beaucoup plus, ils sont plus dans le déni de la maladie. Les femmes, moins. Enfin, j'ai l'impression, hein, parce que, heu, je vois que les femmes sont plus douces, enfin, et cetera. Mais c'est vrai que, les médecins, je me souviens, par exemple, quand j'étais enceinte, mais j'étais étudiante, hein, j'ai eu mes enfants, donc ah oui, puisque je le dis, puisque je passe ma thèse, j'étais enceinte et je devais accoucher et j'ai été voir, bah, mon professeur de gynéco puisque c'était notre prof, et puis je lui dis: «Bah, voilà, je voudrais que vous me suiviez» et il m'a tout de suite dit: «De toute façon, avec les médecins, c'est toujours compliqué, donc moi, je vous fais une césarienne». Brutalement, comme ça. C'était un homme, et puis je vous parle de ça, c'était en 74. C'était encore l'époque où les hommes étaient quand même, Oui, comment? c'est quand Assez même. machos. Il y avait du machisme dans l'air quand même, hein. Voilà et tout de suite, il m'a dit: «Mais de toute façon», alors moi, je n'étais même pas médecin, j'étais étudiante en 4e année. Mais non, ça allait être compliqué forcément, donc automatiquement, j'avais une césarienne. Voilà et c'est tout, hein et je n'avais pas répliqué. Ah, C'était c'est curieux. ah oui, c'est curieux, d'autant que médecin, parce que vous êtes femme, vous n'avez même pas le droit de décider pour vous. Non, 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 C'est mais méchant comme bah, histoire. oui, d'abord, parce que je suis il faut quand même remettre les choses à leur place, hein. En 74, la loi Veil, pour l'avortement commençait. On a quand même vécu, nous, des moments où c'était pas facile, hein, la pilule et enfin, c'était pas évident, il fallait avoir le consentement des parents et cetera. C'était une période difficile et bon, donc les femmes, même quand elles accouchaient ou quand elles avaient des problèmes, les gynécologues étaient d'abord, c'était souvent des hommes, hein, c'était les gynéco-accoucheurs, obstétriciens, ces obstétriciens, n'avaient pas le même regard. Je vous assure que je n'avais pas du tout envie d'être interne, parce que, si vous voulez, ce monde d'hommes, quand on était de garde, j'avais pas tellement envie d'aller en salle de garde. Je vous assure que c'était pas très drôle, hein, la façon dont on était traités, nous, en tant que femmes. Alors, bon, peut-être que j'étais trop sensible ou peut-être que j'étais mais en tout cas, je n'ai jamais voulu être interne ni chef de clinique, hein, parce que je savais que j'aurais jamais eu un poste de chef de service, dans les années 75, hein. C'était pas possible. Enfin, en tout cas pour Le moi. monde a tout de même un peu changé. Ça Alors, heureusement, ben, heureusement que le ça monde a fait changé et plaisir maintenant les femmes les sont femmes, au contraire, les femmes ne très veulent plus nombreuses. accepter, actuellement d'être traitées ainsi. Ouais, oh ben non, heureusement. Non, non, mais j'ai connu ce temps-là, donc évidemment, aussi la façon de voir les choses entre médecins ont changé, mais c'est vrai que il n'y a pas si longtemps, avant de m'arrêter de travailler, j'ai écrit au Conseil de l'ordre, j'aurais dit: «Écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Nous, en tant que médecins, libéraux, finalement, c'est toujours nous qui sommes notre propre médecin traitant». Vous savez que ça fait longtemps qu'il faut avoir un médecin traitant.
Vous ne savez pas. Eh ben, c'est toujours nous. On n'a pas de médecin traitant et on n'est pas surveillé par une médecine du travail ou quelqu'un à Vous qui êtes voulez-vous qu'on censé se recoupe? avoir la distance suffisante pour vous auto-diagnostiquer, auto-médiquer. Ah oui, Ben, c'est bien sûr, on a une effectivement. distance. À la fois, on prend soin des autres, donc on s'occupe plus des autres que de nous. Enfin bon, c'est bien connu, cette histoire de soignants qui ne se Parce soignent que pas. vous dites, tant qu'on écrit, on est vivant. Voilà, c'est ça. Tant qu'on écrit, on est vivant parce que ça nous permet de parler, d'écrire sur nous, sur nos sensations. Et puis surtout, si vous voulez, c'est nous qui choisissons nos chapitres, si vous voulez, voyez, de notre vie. On n'est pas, on peut écrire, on peut réécrire tout le temps, on multiplie nos vies, on les multiplie à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut revivre des tas de moments heureux, on peut revivre des tas de choses formidables, on peut, et en les écrivant, on a des milliers de vies. Et c'est ça qui rend vivant, si vous voulez. C'est cette façon de nous émerveiller euh, sur des tas de moments de notre vie et surtout de se rendre compte chaque jour qu'on est vivant encore. Donc on peut l'écrire, on peut le revivre, on peut... Voilà, Oui, c'est en ce qui ça est très que... beau, c'est que dans, dans ce que vous écrivez, il y a une perpétuelle action de grâce, appelons-le comme ça, hein, mais Oui, 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 vous avez raison. simplement pour la merveille d'être en vie. Et on a Voilà. l'impression que chaque jour, pour vous, est une source de joie à être en vie. Mais Euh, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas que l'écriture, j'écris pas tous les jours, mais tous les jours, j'essaye de faire en sorte que chaque moment, chaque minute, vous voyez, je suis heureuse d'être avec vous, je suis heureuse d'être à Rome avec vous, je suis heureuse de parler de mon livre. Chaque moment est une véritable bénédiction. C'est, voilà, je suis en vie, chaque jour apporte ces moments d'émerveillement. vous ne, vous ne parlez pas de votre vie avec la maladie comme étant, comme vous sentant amputé. C'est ce qui m'a donné envie de vous interviewer parce que Ah oui, on n'est pas du tout avec vous dans l'axe de ce qui est morbide, dans l'axe de la souffrance. Et Dieu sait si vous l'effleurez, mais Dieu sait si vous dites que sur l'échelle de 1 à 10, vous êtes passé plus qu'une fois par l'échelle 10, hein, si on, c'est vrai, c'est vrai. bon. Et pour autant, vous êtes folle de joie de vivre et c'est très communicatif. Votre livre est une boule de joie. Bon, vous l'avez écrit, vous auriez pu le garder pour vous, vous et votre entourage proche. Qu'est-ce qui vous a donné envie alors de le publier, c'est-à-dire de le partager avec le plus grand nombre? Mais je crois que, effectivement, au début, je ne voulais pas. Je ne voulais pas publier ni l'écrire. Bon, je crois que j'en parle un peu. J'ai toujours écrit des petits bouts de papier, j'ai toujours noté des tas de choses qui me venaient par la tête, qui me passaient par la tête au cours de voyages ou des choses comme ça. Mais surtout des sentiments. Au moment de la mort de ma mère, j'en parle un peu, au moment d'autres moments. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin parce que je me suis lancé un défi. Je me suis dit, il faut que tu sois encore en vie pour pouvoir le publier. Donc, c'est un défi, c'est un challenge. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et pour transmettre, si vous voulez, cet émerveillement, je voudrais que les gens, et les malades, bien sûr, puissent jouir, enfin, comment est-ce que je peux dire, je, que leur maladie n'est pas une fin en soi. On n'est pas que malade, on est aussi, on est aussi vivant. Vous comprenez, on n'est pas que malade. On l'est pleinement, oui, finalement. On l'est pas à 10%, On n'est on pas à moitié, l'est pas à hein, 100%. on est vivant, voilà, donc on est en vie. Donc si on est en vie, eh bien, il faut s'émerveiller de la vie. Hein. On n'est pas que malade, on n'est pas catalogué malade, non, voilà. Et je pense D'ailleurs, que c'est nous ça que sommes je à veux montrer. Rome, qu'on se le Et dise. donc, nous sommes à Rome, voilà. Bien, mais écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vous m'avez fait voyager. Je suis ailleurs, dans une ville aussi que j'aime peut-être tout autant que vous.
et je vous remercie infiniment, de m'avoir, donné d'abord un premier joli moment à vous lire et puis un second joli moment à être avec vous et à parler de vous, de votre vie, de vos malades dont vous dites qu'ils sont là, hein, qu'ils continuent de vous accompagner, vos anciens patients puisque Oh oui, on va mais voir il ça m'envoie des là, cartes, il vos me anciens patients, téléphone. Oui. Ah dites oui, qu'ils moi ils veillent sont sur vous. formidables. Oui, il veille sur moi et puis Peut-être, voilà, peut-être qu'ils auront plaisir à vous regarder et peut-être, réagiront-ils à cet entretien. Voilà. eh bien écoutez, j'espère et moi je vous remercie énormément, pour votre, sourire et puis pour votre C'est vrai que et puis pour votre vous êtes très sensible au sourire ah et oui, mais oui, le sourire de l'autre, c'est très important, très, très important. bah, je vous remercie de votre sourire, de sourire à la vie comme vous le faites et si Merci. vous écrivez un autre, texte, eh bien, appelez-moi, je serai ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. Au revoir Sylvie. À bientôt.